Salut à toutes, salut à tous, j'irai jouer chez vous. Aujourd'hui, je suis en Suisse, à Lausanne. Je suis avec David, David Javet, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est chercheur en études japonaises, mais aussi game designer, narrative designer et moult autres choses. Et on va aller chez toi, directement dans ton appartement. On prend le concept au pied de la lettre et on va aller jouer à des trucs. Regardez ta ludothèque, tes petits trésors. On est à Lausanne, là. On est à Lausanne, il fait beau. On marche dans la rue de Bourg. Je te disais justement avant que la rue de Bourg, c'était c'est un peu les Champs-Élysées de Lausanne. Hein. C'est un petit peu la rue de l'argent, la rue des marques, la rue de la mode. C'est aussi une rue historique, quoi, avec des bâtiments aussi un peu anciens. Et puis surtout, dans le Monopoly suisse, c'était la deuxième rue la plus chère du Monopoly suisse. Ça fait combien de temps toi que tu es à Lausanne? Alors je suis vraiment né à Lausanne. J'ai vécu aussi un moment un peu au Japon, mais là, j'y ai vécu presque toute ma vie, donc vraiment c'est un peu ma ville de cœur. Et d'ailleurs, tu es très investi dans le développement de communautés ici, autour du jeu vidéo, autour du jeu de société. Ouais, ça va faire 11 ans que j'organise le Meetup, donc les rencontres mensuelles des développeurs et développeuses de jeux vidéo en Suisse romande. C'est vraiment des rencontres où les gens ils se partagent un peu du savoir-faire et autres, des logiques d'entraide. J'essaye aussi d'intégrer du jeu de société là-dedans, du jeu de rôle et tout. Et puis c'est vrai qu'on a dans la communauté des gens comme Sandro Dallaglio, comme Pierre Saliba ou autres, qui sont aussi des gens qui sont aussi des auteurs qui font du jeu de société, quoi. Ou même Isaac Panté. Donc c'est super de voir aussi des logiques transversales, et moi je trouve ça génial de réfléchir à comment si on arrive à créer des ponts, quoi. Oui, on en discutait un petit peu hier, mais c'est des univers qui ont énormément en commun, jeux de société et jeux vidéo. Ou d'ailleurs parfois dans les écoles de game design, les jeux de société sont utilisés comme prototypage, comme point de départ pour après faire un jeu vidéo. Et dans les faits, les communautés sont parfois trop segmentées malheureusement, et donc créer des ponts. Surtout quand ton point de départ c'est le game design en fait. Surtout quand le point de départ c'est vraiment la conception de règles de jeu, en fait il y a plein de manières de faire des connexions, de lier aussi les gens, les pratiques, les méthodologies et autres. Justement à 30 mètres de chez moi j'ai un magasin de jeux de société, donc si ça te tente on peut aller, on peut aller faire un petit tour, quoi. Donc là c'est à 30 mètres de chez moi, donc c'est assez drôle, hein. C'est un magasin où je vais souvent pour un peu effectivement me tenir au courant de l'actualité, en plus de regarder ta chaîne, Boris. C'est un magasin qui s'appelle Mighty Games, qui est quand même avec un focus très jeu de figurines. Ouais, le nom fait penser, évoque tout de suite l'univers de la figurine, mais en même temps tu vois ils ont du Art Nova, ils ont du Agent Avenue, tu parlais justement, d'Ice Throne, ils ont vraiment quelque chose d'assez large. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'aussi c'est un magasin qui prend des jeux en anglais. On verra que dans ma ludothèque j'ai du jeu en anglais aussi, ça me fait pas peur, et puis aussi du jeu de Kickstarter, quoi. Enfin vraiment du jeu aussi de crowdfunding. Ils prennent des risques aussi sur certaines boîtes qui mettent en vitrine qu'on peut trouver en tout cas plus difficilement ailleurs, quoi. Une alliance entre du Azul Mini, du trio qui représente vraiment la frange du jeu de société très populaire, Bazar Bizarre également, et puis à côté Bad Company qui est un jeu de dés assez peu connu, où les trucs un peu plus orientés, figurines, Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, etc. Donc voilà, on peut Mighty Games. Ce que je disais, ce qui est cool, c'est on peut peut-être regarder en bas. Alors là, effectivement, il y a les peintures. Dans les trucs qui sont sympas ici, c'est bon. Alors évidemment, ils mettent en avant de la seconde main, ça c'est cool. Oui, ça c'est toujours bien. On le voyait à Ludy Corner déjà. Moi, je trouve ça vraiment cool quand les boutiques peuvent faire de la seconde main. On sait que le jeu de plateau, c'est pas toujours démocratique, quoi. Ouais, puis là, t'as, comme on est juste en bas de mon appart, ça me donne aussi la possibilité de toujours considérer, ok, qu'est-ce que je sors de la ludothèque? Bon, je sais que je peux tout de suite venir l'amener ici. Je joue aussi des fois en anglais, puis des grosses boîtes, quoi. Vraiment, pas peur d'avoir des grosses boîtes, du Campero. Et là, les bouquins de jeux de rôle. Les bouquins de jeux de rôle, Où c'est ici où j'ai acheté mon Blades in the Dark. Enfin voilà, on trouve aussi de temps en temps aussi un petit peu du jeu de rôle suisse, quoi, du jeu de rôle local, parce que je trouve aussi. Parce qu'il y a aussi une scène jeu de rôle en Suisse. Ouais, petite, quoi. Ouais, il y a quand même des auteurs et des autrices qui produisent quand même des bouquins, mais c'est vrai que après il y a toute la scène aussi alternative du print and play ou du print on demand, hein. Souvent quand même le jeu de rôle c'est aussi beaucoup, c'est moins... Enfin évidemment il y a aussi toute cette scène de gros bouquins, mais tu as aussi toute une scène de jeux que tu... De PDF, toi-même, de PDF et autres. Puis accessoirement moi souvent c'est aussi ce que je trouve le plus intéressant, donc c'est clair que je suis moins un peu le public cible pour ces gros bouquins de 500 pages. Ils sont plus durs en fait à mettre... À appréhender. Ouais, à appréhender, à mettre en jeu, j'ai peut-être aussi un petit peu... On avait une discussion hier sur...
les adaptations de jeux de société en jeux de plateau, puis on avait l'exemple de ce qu'il fallait pas faire, c'est Slay the Spire, quoi. Oui, alors ça c'est exactement, voilà, ça c'est le jeu que je te disais. Ouais. Réimplémentation de Battlestar Galactica. Donc vraiment, ça joue vraiment sur l'univers Lovecraft, quoi. C'est vraiment ça qu'on nous vend. Et moi, vraiment, c'était le choc, quoi. C'était vraiment le choc d'un design qu'on a pour moi plus trop le droit de faire, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc qui est laborieux. C'est vraiment ce design un peu des années 2000. On enlève de la figurine, on remet de la figurine, on enlève la figurine, on remet de la figurine. À la fois, il y a tellement l'envie de bien faire. Enfin, on met vraiment plein de choses, quoi. Il y a plein de mécaniques un peu sparadrap. Et Sauce, je trouve qu'elle prend pas. Ou alors vraiment, j'ai vraiment ressenti qu'on était passé dans un autre moment du game design de jeux de société, quoi. Pour moi, c'était vraiment la marque de quelque chose qui... C'est un peu comme quand tu joues à justement un jeu vidéo des années 80, des années 80, et puis tu te dis, oh waouh, c'est laborieux. Ouais, c'est laborieux, il n'y a pas de tutoriel. Alors peut-être que le jeu, il est génial une fois que ça clique, mais enfin voilà, quoi, il y a vraiment quelque chose où tu te dis, ok, bon, bah, on est passé quand même à une autre étape dans la qualité de ce qu'on est capable de produire comme système, et puis aussi de fluidité de jeu. On va essayer de reproduire la fluidité d'un jeu vidéo. Ouais. Il y a toute une série de trucs que tu as envie de calculer par la machine et que tu peux pas reproduire, que tu peux pas transposer. Et il y a Earthbound Rangers aussi, qui est un de tes jeux coup de cœur, je pense. C'est mon top 1 de l'année passée, hein. Mon grand jeu du moment. J'attends impatiemment la suite de la campagne, en fait, avec aussi les nouveaux personnages, les nouveaux jeux de rôle. Je suis aussi beaucoup l'actualité du studio. Tu avais été touché, je me souviens aussi, par l'approche écologique de ce jeu, environnemental. Voilà, c'est pour ça, en fait, moi j'ai vraiment beaucoup écouté en fait, des podcasts de l'équipe, en fait. Alors non seulement ils font aussi leur propre podcast, mais ils interviennent aussi beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup l'approche de dire, on essaie de faire un jeu qui est intégralement biodégradable. J'aime aussi ce que ça dit sur tout à coup quelles sont les nouvelles contraintes pour réussir à vraiment amener le jeu de société ailleurs. Et vraiment toutes ces réflexions. Et c'est hyper intéressant que le boss de Earthbound Games, ce soit l'ancien grand chef en fait de FFG, qui était en fait une grosse machine qui produisait évidemment énormément de ses living card games, énormément aussi de ces immenses jeux tentaculaires avec énormément d'éditions, de cartes et autres, et que tout à coup cette personne, elle en arrive au point où elle arrête de travailler FFG et puis elle crée sa propre boîte et elle impulse toute une logique qui lui correspond plus, quoi, qui est vraiment de réflexion un peu, comment est-ce qu'on arrive à enlever le vernis, comment est-ce qu'on arrive à enlever le plastique à l'intérieur des cartes. Ce que je trouve très intéressant, c'est comment son narrative design te fait ressentir qu'en fait la présence humaine dans la nature, par définition, en fait elle vient chambouler l'écosystème, en fait. Il y a quelque chose un peu très Princesse Mononoke, un peu pour les gens qui voient le film Ghibli, c'est cette idée que bon gré mal gré, en fait, même si on est des personnes qui sont bien intentionnées, on a vraiment un système de jeu qui nous fait réaliser qu'en fait, rien qu'en traversant ces écosystèmes où il y a des prédateurs et des proies, en fait, on vient affecter l'écosystème. Et moi, je trouve hyper bien comme ils arrivent à le faire à travers le fait que c'est en faisant des tests sur les cartes qui sont devant toi que tu déclenches les réactions des différents proies, prédateurs ou autres qui sont face à toi, en fait. Donc tout à coup, tu réalises que des fois, la solution du puzzle qui est face à toi, c'est de ne rien faire, en fait. Et de laisser la nature telle qu'elle est. Et juste d'attendre, de laisser passer le tour, d'avoir des nouvelles cartes qui rentrent en jeu, et peut-être ça va réagencer le puzzle qui est devant toi, et en fait, tu arriveras à peut-être mieux le traverser. Et moi, je trouve ça vraiment fou, au moment où on a cet impact, en fait. Tu le réalises, réalisation, c'est très très fort, de ce truc de... Je peux aussi des fois ne pas toujours avoir envie d'agir sur les choses, ne pas toujours avoir envie de cueillir cette fleur, d'attaquer ce lapin pour que la carte soit plus là, ou de dégager ce prédateur, mais des fois en fait il s'agit juste d'attendre, d'avoir une proie qui arrive, le prédateur s'en occupe et d'avoir réussi à systémiquement mettre ça en place. Je trouve ça barge, quoi, vraiment, je trouve ça incroyable. Ça commence à valoir la peine de s'en saisir, hein, pour Robin des Bois Bigfoot, sympa, très linéaire, on avance en table, mais en même temps technique aussi, avec l'exposition. C'est rigolo, ils font des trucs que moi j'aime moins. Cette idée de saison, je sais pas, j'aurais du mal à le dire, ça m'énerve un peu. Allons voir ça, peut-être. Yes, c'est parti. Petite boîte, plus tu descends, plus tu comprends. Dans les trucs un peu niche, jeux de rôle. Ciao, merci. Lausanne, c'est une ville qui monte. Ouais, Lausanne, c'est un peu comme San Francisco, quoi. C'est la pente tout le temps. On a des très beaux mollets, en fait. On a vraiment des mollets d'athlètes. C'est un truc que j'adore, d'ailleurs. Dès que je suis un peu dans des villes trop plates, je vois que ça m'affecte. En fait. J'ai besoin un peu de cette montée, de cette descente, de cette instabilité. Tout va dans le sens, en fait, de l'idée de descendre vers le lac, en fait. Et là, on va pouvoir le voir.
porte et puis t'as vraiment tout de suite la ludothèque. Ah oui, c'est ça. On peut pas se tromper. Voilà, je suis un spécialiste en partie en études japonaises, donc c'est difficile quand même de ne pas passer à côté d'Assassin's Creed Shadow. Là, le travail en fait de reconstruction du monde, il est, moi je trouve fou quoi. Donc là j'ai ma petite zone avec mon beamer, mes jeux vidéo là en dessous, des DVD un peu de nanar rigolo, les consoles sont en bas. Et puis ici, on en parlait, le lac, c'est donc une sorte de couloir un peu d'immeuble, donc on le retrouve un petit peu au fond. À Lausanne, en tout cas, j'ai organisé pendant pas mal d'années, puis je le fais encore de temps en temps des soirées nana. Aussi, toute une collection d'affiches ici, le Flash Gordon. Ça, c'est incroyable, hein. C'est une one sheet hyper longue. C'est le film du Seigneur des Anneaux hein, de 78. En animation. En animation, ouais, c'est ça. Et puis vraiment, c'était des trucs qu'il y avait dans les salles de cinéma. J'aime bien cette idée en fait d'avoir des immenses affiches, mais de devoir être tout près. Parce qu'en fait, le couloir, c'est quand même un couloir, donc il y a ce truc un peu comme. Ça me rappelle. À la tronche. Ça pète à la tronche, ouais, surtout quand t'as des têtes comme ça. Il y a une sorte de feeling, un peu, tu sais, comme quand j'étais petit, puis j'allais au cinéma, puis t'avais ces grandes affiches, puis t'arrivais devant qui t'impressionne. Qui impressionne, ouais. Donc tu vois, là aussi, ici. Une affiche des nouveaux barbares. Alors les fans de Nana évidemment connaissent les nouveaux barbares. Incroyable Nana. Ici tu viens vers la ludothèque et donc dans le couloir d'entrée, hein, j'avais vraiment envie, il y avait quand même un peu un truc, bon à la fois d'utiliser le couloir pour quand les gens y rentrent, mais j'avais aussi un peu vite envie de poser, je sais pas, poser les bases. Poser les bases pour les gens qui viennent, tu vois, et donc d'avoir vraiment un truc où ils entrent déjà aussi un peu dans un univers, et puis pas d'avoir une ludothèque qui soit dans un bureau autre, enfin, mais plutôt d'avoir tout de suite un peu des gens qui arrivent peut-être pour une soirée ou j'en sais rien, puis ils voient des affiches de films, enfin ils voient un peu déjà tout un espèce d'univers un peu explosif. Puis par contre le salon où on était avant pour voir la vue du lac, là je l'ai vraiment épuré. Puis là c'est là-bas que je joue justement. Et donc là vraiment j'avais envie aussi d'une ludothèque où tout se mélange en fait, tu vois, où là t'as du jeu de rôle. Ça c'est tout ce qui est mon jeu de rôle, mes collections de jeux de rôle et autres, en tout cas ce que je classerais plus sur du jeu de rôle. Puis là tout à coup ça commence un peu à dériver vers de la littérature, mais on est sur la littérature de genre quoi, donc évidemment des choses qui infusent, enfin tout ça c'est toute ma collection de bouquins autour de Lovecraft que j'ai pu utiliser pour mon mémoire de master autour de Lovecraft. Enfin voilà, des fois je change aussi un peu les bouquins que je monte, il y a de la SF et autres, mais voilà, d'avoir un peu tout qui se mélange. Et puis en bas j'ai mis du jeu vidéo. Un des derniers cadeaux qu'on m'a fait, le jeu sur Nintendo DS de Plus belle la vie. Est-ce que tu as joué? Alors non, mais j'ai regardé des longues plays du jeu quand même. J'ai pas réussi à faire relancer ma Nintendo DS, mais impossible qu'il n'y ait pas un moment où je me le lance. Ça peut rentrer dans les soirées nanar. Ouais, clairement, soirée de jeux vidéo nanar, ou de jeux de société nanar, hein, je suis aussi très, très intéressé. Puis là, c'est aussi un cadeau d'un ami qui m'a beaucoup touché, Yannick Rochat, qui m'a offert, donc c'est Safe Busters, c'est une Game & Watch, et c'était celle vraiment que j'avais quand j'étais petit. En fait, on a un braqueur de banque qui balance des bombes depuis en haut, et puis en bas, on joue un gardien de banque qui doit vite remettre les bombes. J'avais ça quand j'étais petit, puis je me souviens surtout aussi beaucoup de mon papa, en fait, qui passait des heures aux toilettes à jouer à ça. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué dans le rapport au jeu, quoi, d'avoir aussi des parents, en fait, qui n'hésitent pas à eux aussi se montrer en train de jouer. Alors évidemment pas que du jeu vidéo, mais c'est aussi un marqueur aussi pour ça, quoi. Ça me rappelle aussi des bons souvenirs d'un peu d'où je viens, quoi. Aussi une forme d'approche aussi assez libérée un peu du jeu, quoi. Et puis ici, ça c'est un peu ma zone de la honte. Le sac à dos Unmatched. Ouais, on a fait un peu toute une vidéo sur Unmatched. Et puis alors ça, c'est quand même le moment où tu vas trop loin dans ton... Il y a plein de gens qui viennent qui disent « Mais non David, c'est bien, de temps en temps on peut se permettre ça pour certains trucs. » Mais là, c'est assez rare que j'aille aussi loin. C'est vraiment le sac à dos Unmatched avec... c'est vraiment le truc que tu es censé amener au tournoi, quoi. Avec tout rempli. Les gigantesques boîtes. Donc c'est vraiment les boîtes officielles. Voilà, tu mets tes cartes. Alors celle-là, elle n'est pas encore pleine, mais voilà, là, j'ai le deck Bruce Lee très convoité. Oui, qui est très rare. Qui est très rare, qui va moins le devenir parce qu'en fait ils sortent une boîte enfin Bruce Lee Mohamed Ali. Et puis voilà, ici c'est pas mal les decks de fans. Ici j'ai mes decks à moi que j'ai créé, Capitaine Nemo et puis Capitaine Yab dans mes booster box. Voilà, j'ai craqué quoi. Et puis alors derrière, ça c'est un truc. Alors évidemment, c'est un livre-jeu. Quand on parle des souvenirs d'enfance, livre-jeu géant. Puis là, chaque page est un jeu. Alors évidemment, il y a le fameux jeu des serpents et échelles. Voilà, c'est Snake and Ladders, un jeu de serpents et échelles.
T'as un jeu de... Alors attends, ça faut que j'essaie de me souvenir, ça s'appelle le bain des singes. Je crois que l'idée c'est de monter et puis de réussir à traverser, mais t'as des cases où tu tombes. Faudrait lire les règles, c'est assez rigolo, t'as à chaque fois les règles. Ah oui, t'as les règles en bas à droite, ok. Il y a vraiment des souvenirs vraiment avoir ouvert ça puis d'avoir vraiment joué dessus. Ça c'est un équivalent des petits chevaux, ça fait penser... Ouais. C'est à chaque fois, il rethématise avec un autre animal. Jeu de loi un peu. Ouais, très jeu de loi avec le départ ici. Tu vois, c'est assez... je trouve ça assez génial comme objet, quoi. C'est magnifique les illustrations. Ouais, ça c'est années 80. Bah, c'est quand j'étais petit, quoi. Vraiment, c'était ce que j'avais quand j'étais petit. Et je me souviens vraiment de ceux que je préférais par rapport à d'autres, tu vois. Celui-là, je l'adorais, par exemple. Vraiment, celui-là, je l'adorais. Est-ce que tu as cherché à le retrouver ou t'es tombé dessus par hasard Non, alors il m'a vraiment été... C'est au moment en fait, où on commençait à ranger une cave, en fait, la cave de ma maman. Ah, donc c'est vraiment celui que tu possédais étant petit. Oui. C'est pas tu l'as... pas que tu l'as ramené, trop bien. Donc il y a un rapport affectif encore plus fort. Ouais, c'est vraiment celui d'époque. Donc voilà, il y a aussi cette dimension dans la ludothèque, tu vois, de aussi raconter une histoire, quoi. Une histoire par rapport au jeu et autres, quoi. Et moi, ça me semble assez précieux aussi. Montrer que c'est un truc qui nous accompagne toute la vie, quoi. Ouais, puis qui a construit notre imaginaire. Enfin, tu vois, moi, tout à coup, je me pose la question. Je me dis, là, je suis quand même chercheur en jeu. Ma vie, elle est quand même hyper remplie de jeux. Enfin, entre faire de la recherche académique sur le jeu, mais en plus, être créateur de jeux, donner des cours de création de jeux, bah, je me dis, je dois quand même avoir un parcours quand même assez lié à ça. Puis en fait, tout à coup, tu réalises, en fait, tu remets les éléments, tu te dis, ah mais oui, en fait, il y a cet élément-là qui m'a énormément marqué, cet élément-là. Puis en fait, tu as quand même pas mal de choses qui viennent s'y lier, ou en tout cas, tu reconstruis ton histoire. Oui, tu fais ce qu'on appelle, on recherche une auto-ethnographie. Voilà. Ouais, tu te poses des questions sur toi-même et tu comprends comment certaines choses ont été intériorisées. Tu vois, par exemple, ici, ça aussi, je les mets quand même un peu visibles, tu vois. Ah, ça, c'était un des livres dont vous êtes le héros qui m'a le plus marqué, quoi. La vengeance du ninja. C'est un livre dont vous êtes le héros de 6 volumes, qui n'a jamais été terminé d'ailleurs, on parlait. Tortue Ninja. Ouais, Tortue Ninja, en plus recherche autour du Japon et autres, donc peut-être ça, voilà, oui, ça explique certaines choses. Des liens, quoi. Donc, voilà, il y a aussi toute une idée de créer aussi une bibliothèque où par-ci par-là, je fais pour être rejoué. Ouais, ben là, puisqu'on est du jeu de rôle, c'est du jeu de rôle que je veux rejouer. Alors pas... évidemment, moi j'aime bien, parce que tu vois, dans un jeu de société, on va dire des jeux de société un peu hybrides, parce que par exemple ici, tu as des auteurs locaux, comme Pierre Saliba, qui est un auteur donc, de la région, qui fait un jeu que j'adore, qui s'appelle L'Appel du Large, avec Guillaume Tavernier. Puis tout est basé sur un jeu de cartes, avec une carte, il y a tout un enjeu de cartographie, donc tu racontes une histoire en même temps que tu construis une carte. Donc là, tu vois, on est vraiment dans de l'hybride, quoi. On est vraiment dans cet entre-deux, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pour ça que j'aime bien parler de jeux de table, quoi. Comme ils disent, un peu tabletop, tu vois, tabletop gaming. Ça, c'est des jeux, je trouve, absolument incroyables, qui sont faits au Canada. Et puis en fait, c'est du jeu de rôle ou du story game où c'est intégralement produit aussi de manière éthique, sur des rouleaux. Il y a tout un travail de sérigraphie artisanale sur place et autres. On n'est pas du tout dans un gros truc d'industrie, mais voilà, sur un jeu de rôle. C'est comme ça que tu joues, quoi. Wow. Tu déroules petit à petit ton aventure, en fait, elle se compose, tu déroules petit à petit ton rouleau, quoi. Et t'es vraiment sur un jeu où tu démarres ici, puis après tu décides où tu vas aller, tu te déplaces petit à petit sur la carte, et puis tu racontes vraiment ton récit, et tout à coup, twist, ça on le voit déjà un petit peu là. Tu peux, évidemment, prendre la mer. Tu peux prendre la mer, mais t'as aussi et l'autre côté avec les profondeurs, quoi. Quand tout à coup, si tu décides d'aller un peu plus dans les mines de la Moria ou autre, puis tu passes sous la mer plutôt que de passer. Et en fait, c'est incroyable ce Fall of Magic. Tu peux jouer vraiment, tu joues en. Je crois que c'est 5 minutes top chrono, enfin vraiment. Ah oui, d'accord. T'expliques les règles, tu joues quoi, tu crées ton personnage. Et vraiment pour moi c'est des exemples de ce que tu peux faire aussi avec du jeu de rôle, mais dans du... de jouer avec le support quoi. Ouais, jouer avec le support. Là, par ce qu'il invoque comme imaginaire, là typiquement la carte. Exactement, c'est vraiment l'image. Il y a quelques prompts, quelques éléments un peu textuels qui vont te donner 2-3 directions. Là, on voit par exemple An Unexpected Reunion, une réunion inattendue. Enfin voilà, ça fait un peu très penser à des titres aussi un peu de Tolkien ou autre. Puis à partir de là, en fait, t'as tout un système de jeu, un système de règles. Tu construis ton histoire, quoi. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et ils ont fait une suite City of Winter où là, t'as un petit rouleau. Mais après, tu as un immense tapis, en fait. Tu as une sorte d'immense toile, en fait, qui représente toute une ville. Et celui-là, c'est plus un jeu, en fait, sur une sorte d'effondrement lent.
Et City of Winter, ça raconte plus les questions migratoires en fait. Tu joues en fait une famille, tu joues une tribu qui petit à petit doit migrer, transformer ses traditions, s'adapter au lieu où elle est et tout. Et c'est là aussi c'est hyper intéressant. Le genre du jeu de rôle, ils diront c'est pas vraiment du jeu de rôle. Les gens du jeu de société, ils diront c'est pas vraiment du jeu de société. Ben, moi j'adore, évidemment j'adore ce genre d'objet quoi. Ouais, les objets parce qu'on est dans l'entre-deux. Tu vois ici là si on reste aussi sur les productions locales, on a les petites choses oubliées. De Christophe Beuclet et Sylvie Guillaume Beuclet, et puis qui étaient donc des personnes très importantes aussi dans les années 2000 sur la scène du jeu de rôle francophone. Et puis ben, eux, ils ont fait un jeu, c'est du Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour ceux qui connaissent un petit peu le film avec Jim Carrey, où en fait on joue un couple qui s'est séparé, et puis on a tout un système de jeu en fait où on doit se raconter un peu nos souvenirs à partir de cartes postales en fait. Tu recomposes toute une histoire de couple en fait à partir de là quoi. Tu joues à deux et tu improvises. Tu joues à deux, ouais. Tu joues à deux, tu improvises. C'est des règles aussi très simples. Moi je suis très intéressé effectivement par ces objets aussi un peu où très très vite tu peux les mettre sur la table quoi. La plupart du temps le jeu de rôle on aura tendance à le définir comme quelque chose de long et laborieux à préparer. La plupart du temps, les gens ils vont penser à du Donjons et Dragons, donc il faut acheter des figurines, il faut avoir des décors, faut une heure pour construire ton personnage, faut lire des bouquins de 300 pages et autres. Tandis qu'en fait, pour moi, le jeu de rôle, ça vient aussi du conte, quoi. Ça vient aussi de l'idée de se raconter des histoires autour du feu, ou les histoires qu'on se raconte quand on est enfant. Donc, je suis aussi, évidemment, hyper intéressé par des systèmes qui sont presque éclairs, quoi. Genre, ok, on pose quelques règles, on a 1 ou 2 pages de règles max, ou peut-être 10 pages de règles, et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, quoi, autour de ces quelques règles. Ben, Alice is Missing, elle l'a assez bien montré, quand même, dans une forme d'épure, encore assez propre, et puis évidemment le Alex Roberts, hein, For the Queen pour la reine, où là aussi c'est un objet fascinant parce que c'est édité comme du jeu de société. Ouais, comme un jeu de cartes, mais en fait c'est un jeu purement narratif et d'improvisation. Ouais, exactement. Ça, ben voilà, tu vois, ça typiquement dans ma ludothèque, je sais pas trop où le mettre quoi. Donc je l'ai mis côté jeu de rôle. Ça c'est génial aussi, Fedora Noir. Tout ça c'est des jeux qui sont en anglais, qui n'ont pas été traduits. C'est un jeu où on joue un inspecteur et son chapeau. Il y a une personne qui joue l'inspecteur et l'autre qui joue le chapeau. Et le chapeau, c'est les pensées du détective. Celui qui joue le détective, ben, il joue les actions du détective. Et puis celui qui joue le chapeau, il joue la voix intérieure du détective. Genre, cette brume était bien poisseuse. Et puis ben, un jeu que j'utilise aussi beaucoup en cours, mais aussi que j'adore. Voilà, j'aime bien aussi la mettre en avant, parce que je trouve que la boîte est assez belle. Et puis là-haut, on a du Parlement. On en est au point où ma ludothèque commence un peu à déborder partout, ce que j'aime assez bien, accessoirement. J'aime bien ne pas être encore dans ce moment où je me mets à tout réagencer, tout remettre. Le Augustus que j'ai trouvé grâce à ta vidéo. Cool. Enfin, je l'ai trouvé à Genève en plus. Donc je ne voulais absolument pas le Via Magica parce que si on regarde ta vidéo sur Paolo Mori, on a bien compris. Mais voilà, je m'en suis vraiment voulu de ne pas avoir ce jeu dans ma ludothèque parce que c'est Hurricane Games. L'éditeur suisse, J'étais hyper content à Genève, dans un magasin qui s'appelle L'Épée à 2 nains, de le trouver en occasion. Pour moi, il y avait quelque chose aussi de symbolique de le trouver dans sa terre natale. Tu veux faire du match? Oui, bien sûr. Attends, alors tu veux que je sorte mes decks? Let's go, jouer. Ouais, là on est dans la pièce justement un peu moins chargée quoi. J'ai des trucs aussi. Ah ouais. Est-ce que tu voulais me faire découvrir? Il y a de quoi faire en tout cas. Donc moi je joue pour une action le Crusher. J'utilise son pouvoir qui me permet de détruire n'importe quelle voiture. Pauvre Spikey qui est arrivé que... Il ne reste plus qu'une action. Mad Max. Ouais, Mad Max, clairement. Ouais. Mais j'aime bien les dessins, que c'est coloré, c'est un peu du Mad Max. Ouais, je vais jouer la voiture, le téléporteur. Je vais jouer Spikey, qui peut pas reculer mais qui détruit ce qu'il y a devant lui. Bon, on vient de jouer à Dust Biters, un petit jeu de cartes, 21 cartes uniques. Ouais. Des bagnoles dans une ambiance un peu Mad Max, fou du volant, un jeu d'affrontement très frontal où on doit utiliser à meilleur escient les capacités de nos bagnoles qui ont toutes des capacités uniques. C'est pas asymétrique, c'est le même deck pour les deux, donc en fonction des parties on va se retrouver avec des bagnoles différentes.
Je viens de perdre malheureusement, j'ai été rattrapé par la tempête. À chaque tour, la carte en dernière position du convoi se fait buter. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est 100% ma cam. Parfois le problème avec ces jeux qui ont des effets uniques, c'est que ça soit un peu chaotique. Mais là tu sens que ce que j'aime bien, c'est que quand la pioche est vide, on continue de jouer comme ça, on mélange surtout pas la défausse. Donc ça c'est vraiment important parce qu'on sait que le jeu a une fin qui va pas tirer en longueur. C'est très nerveux quoi. 3 actions, que 4 actions différentes, et en même temps un champ des possibles énorme dans les combos que tu vas créer avec les cartes, mais plus tu vas jouer, plus tu vas appréhender. C'est ça, je trouve qu'il y a un beau travail de synergie, quoi. Où dans les premières parties, tu commences un peu à découvrir les différentes... il y a combien ? Il y a 21 voitures, il y a 21 cartes uniques différentes, et en fait, tout à coup, tu vois se dessiner des synergies qui se mettent en place, ah ouais, ok, non, attends, si celle-là, elle me permet de projeter cette voiture à l'avant, puis si cette voiture à l'avant, elle fait ça, boum, j'arrive à buter telle voiture et puis après je la ramène derrière. Oui, et tu le prends vite en main, je trouve. T'es pas trop perdu. Là, t'as vu quoi, je t'ai expliqué les règles en... Oui, la partie elle est rapide, minutes, ça joue c'est très rapide. De 10-15 minutes. Ouais, c'est nerveux. Moi j'aime ce genre de jeu et où tu sais que ça va pas s'éterniser, et il y a une notion de prise de risque aussi. Est-ce que je remets des voitures dans le convoi, mais du coup je fais moins d'action? Est-ce que j'essaye de bourriner, de passer en force, mais je vais peut-être après me faire avoir sur un coup que j'avais pas vu. Donc très cool, C'est I Am 8-Bit, donc c'est cette équipe de 3 designers qui sont plus connus pour du jeu vidéo, qui se sont fait plaisir avec un jeu de cartes. Ça n'a pas été traduit. Ouais, il y a un peu de texte, mais il y a un peu de texte, mais honnêtement, je trouve que les dessins sont assez clairs aussi sur les pouvoirs des voitures. Quoi. Oui, tout à fait, assez thématique. Il y a un truc assez aussi thématiquement, quoi. Moi, je peux évidemment faire argument. De toute façon, la coup que tu joues, ça va être plus fort. Je suis d'accord là. Eh bien, moi, je pense que la complaisance, sans inspiration, ça tourne à vide. Mais donc là, on considère que t'es à 2. Ouais, mais là, c'est une carte de plus que je vide, quoi. Ouais, bien sûr. L'argent dans ce monde, mon cher. Bon, évidemment, toi, t'es Gauguin. Je pense que je vais le faire tout de même. On avait un ami, plus Marcel, l'ami qui me veut du bien. Oh waouh, ok, donc maintenant je dois jouer du vert. C'est cher, il faut que je claque 3 verres. Et l'inspiration, et je me défausse de 2 verres pour le monter là, plus un pote. Mais l'inspiration! On vient de jouer à Yellow House, que moi j'en ai déjà énormément parlé, ce jeu de défausse de chez Mandu Games, qui illustre les débats entre Van Gogh et Gauguin. David, tu connaissais pas à chaud, qu'est-ce que tu en penses? Je découvre, on a fait une partie, et ça donne envie de relancer, quoi. J'ai l'impression de toucher un peu la surface stratégique. C'est clair que première partie, toi t'en as déjà pas mal. À la fois j'aime vraiment d'être audacieux sur les thématiques, quoi, les histoires qu'on a envie de faire raconter à travers les mécaniques, puis ça a à la fois un jeu qui essaye de visibiliser en système un débat argumentatif. Oui, c'est un truc qui thématise le jeu de défausse, je trouve ça fou. Et en plus de le faire autour de la création artistique, en représentant un peu les différentes tensions, quoi, entre passion, argent, inspiration et technicité. Et surtout le fait qu'on est, c'est génial d'avoir ce tapis au milieu de la table, avec ces valeurs qui changent tout le temps, où il y a certains arguments qui prennent de la force, d'autres qui reculent et autres. Et donc vraiment, moi j'ai ressenti sur les fins de partie des sortes de... où on est un peu on est pris au piège, quoi. On se sent vraiment un peu pris au piège par les stratégies de l'autre, par les avancées de l'autre. On essaye un peu de trouver un peu notre place là-dedans. Et je trouve que honnêtement, ça fait bien ressentir quelque chose qui se rapproche un peu d'un débat, quoi. Où tout à coup, il y a un peu l'argument un peu choc, et puis qui nous paralyse. On peut plus dire tout le temps la même chose. On doit amener un truc plus fort ou quelque chose qui soit plus impactant dans la discussion. Et je trouve que ça crée bien cette sensation un peu de goulot d'étranglement, où petit à petit, en fait, le débat, il peut pas durer des heures non plus, il faut... Et puis je trouve cool parce que ça parle aussi d'un dialogue, quoi, d'un partage, de quelque chose qui se construit, quoi. Un jeu assez technique, on le devine, mais à partir de 4 couleurs de cartes, pas de valeur, et pourtant on le ressent dans la prise de décision. On a du mal à mettre le doigt dessus, mais on sent que nos décisions ont énormément d'impact, et c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est vraiment quand est-ce qu'on va décider de bourriner, quand est-ce qu'on va décider de laisser la main à l'autre, à l'inverse. Il y a vraiment un truc sur le court terme et sur le long terme que je trouve est super bien représenté aussi par ce tapis au centre, quoi, des décisions qui impactent le court terme. On a envie de très vite marquer le moment.
et en même temps on peut le payer sur le long terme parce qu'on n'a plus la bonne couleur, on a plus il y a vraiment cette idée un peu du marathon du débat, quoi. Il y a cette idée du faut pas tout de suite trop en mettre, faut pas tout de suite trop s'exciter parce qu'après on est essoufflé, on a perdu en je sais pas, on a perdu en capacité rhétorique et tout, et donc à la fois il y a une sensation un peu expérimentale, quoi, vraiment un peu osée, je trouve vraiment ça amène ailleurs, quoi, et tout en étant un jeu de défausse, donc voilà, en étant un peu en territoire connu, mais en même temps un peu en territoire inconnu aussi. Bah, ça me fait plaisir parce que beaucoup passent à côté de ce jeu, mais je crois que j'arrive à bien le vendre en expliquant les règles de façon thématique, ce que tout le monde ne parvient pas à faire, hein, si j'ose me jeter des fleurs. Et je pense que c'est quand tu vois aussi cette élégance-là que tu arrives à rentrer dans le jeu derrière, et que même si tu comprends pas toujours ce qu'il faut faire, tu as envie de le creuser. Ouais. Celui-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le minimalisme, ça c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup dans un minimalisme très resserré. Je sais pas si tu connais Boris, sur Bloc 13. Avec du trait évidemment, mais il est partout aux illustrations. Et puis Hope Huang. Ah oui, qui est l'auteur de Ganymede notamment. Et c'est vrai que je suis toujours fasciné par ces jeux où tu as l'impression qu'en fait les designers ils se sont dit ok, on va essayer de prendre une mécanique de jeu et on va la réduire à sa plus pure expression. Et là c'est vraiment un jeu de déduction enquête. Avec 13 cartes, il n'y a que 13 cartes. Il faut juste découvrir qui est la personne, qui est la carte au centre de la table. Okay. Donc on a un certain nombre de cartes devant nous. Donc peut-être que devant moi j'ai Sherlock Holmes, j'ai Moriarty. Voilà, donc je sais que ce n'est pas Sherlock Holmes, pas Moriarty qui est au centre de la table. Et puis à partir de là, on a 2 questions qu'on peut poser à la table, soit une personne, soit à toute la table, et puis faire répondre les gens. Par rapport aux réponses qui sont données, on doit cocher et autres. Et il y a toute une urgence, parce que c'est un jeu de course, puisque le but c'est d'être la première personne à dire ok, au milieu de la table, c'est telle personne. C'est d'une intensité avec 3 fois rien, quoi, vraiment. Ça me fait penser à 13 indices, qui est aussi un jeu de déduction avec un peu le même principe. Évidemment, j'ai commandé depuis les États-Unis. C'est quand même un peu la honte vu la thématique du jeu. J'ai fait venir Daybreak, donc ça c'est vraiment l'édition américaine, parce que j'avais vraiment envie de le tester très rapidement. Puis je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant aussi à amener en cours dans mes grandes découvertes de l'année passée, Confluence Sidérale, que je trouve jeu de négociation. Un jeu de négociation, mais pas comme les autres. Alors déjà, il y a de l'asymétrie, mais vraiment totale. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est de la négociation positive. C'est-à-dire, il y a tout un système où déjà, tes promesses t'engagent. Donc vraiment, c'est marqué dans les règles du jeu que tu es engagé par tes promesses. Vraiment, quand tu dis à quelqu'un je vais te passer pendant les 3 prochains tours un cube bleu à chaque tour, tu dois t'y tenir, autrement le jeu te punit. Et il y a vraiment une mécanique très intéressante où les technologies que tu crées, elles bénéficient à toute la table. Donc tu as vraiment un cercle vertueux, je trouve hyper intéressant. C'est vraiment un jeu où on essaye de mettre en place des mécaniques de commerce et de négociation, mais qui sont systématiquement du commerce et de la négociation positive pour le bien de toute la table, en fait. Et donc moi j'aime beaucoup ces jeux avec presque un espèce de twist où à la fin, alors oui il y a des points de victoire, mais en fait c'est limite le plus important c'est le voyage plus que l'arrivée en fait. Plein de fois quand j'ai joué à ce jeu, en fait on s'en fichait un petit peu des points de victoire, il y avait quelque chose un peu d'anticlimactique parce qu'en réalité c'était dans les moments de tension de négociation. Moi je trouve que c'est un jeu incroyable, il y a vraiment 0 temps mort quoi. Peut-être on peut aller sur des curiosités ou des trucs plus personnels. Les curiosités. Alors, toi t'as vécu au Japon, hein, on le disait, et t'as été marqué par ce minimalisme japonais dans le design. Alors faut savoir que j'ai ma petite zone Seiji Kanai. Ouais. Voilà. Je pense que c'est comme pas mal de personnes, peut-être la découverte de Love Letter a été quand même une sorte de petite révélation au niveau d'un design minimaliste, de se donner la possibilité. Moi par exemple, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, alors évidemment quand même un peu le design de Love Letter, mais j'ai eu la chance d'acquérir assez tôt au Japon. L'édition originale. Voilà, ça c'est l'édition originale de Love Letter, donc vraiment le tout premier, Kanai Factory, Love Letter, et j'adore vraiment le papier rose, le petit cœur pour sceller. Moi déjà rien que ça je trouve ça génial, de se dire voilà je sors un jeu de société, c'est dans une enveloppe, pas de logique, pas de boîte, c'était à 700 yens, donc 6 €. À l'intérieur on a le deck de cartes, alors évidemment il peut se le permettre parce que très peu de cartes, c'est la version à 4 joueurs, c'est la version avec les gardes,
la toute première version avec ses dessins effectivement magnifiques. Clown, c'est le prêtre. Clown, c'est le prêtre, ouais. Donc voilà. Donc il y a une rethématisation occidentale aussi ouais. plus consensuelle, quoi, ouais. en tout cas moins faux-folle dans les personnages. Bah ouais, c'est vrai que c'est génial. Mais bon, le clown, c'est clairement le bouffon du roi, quoi. Enfin, je trouve ça assez génial. Tu vas donner ta carte. Je trouve ça super drôle de passer par le bouffon du roi pour donner ta lettre d'amour à la princesse, quoi. Puis c'est quand même un peu ça l'idée du thème. Alors t'as le chevalier qui remplace le baron, la prêtresse qui est la servante. Je réalise maintenant à quel point ça rethématise quand même beaucoup. Le magicien qui est le prince, le général qui est le roi, le ministre qui est la comtesse, et puis la princesse. Et puis à l'intérieur, t'as pour 700 yens, t'as tes règles de jeu, et t'as quelques jetons. Compter les points. Voilà, les jetons points de victoire et autres. Moi je sais que ça m'a beaucoup inspiré dans... Enfin un peu comme le virage un peu dans le jeu vidéo, où tout à coup on a des moteurs de jeu comme Unity qui sont devenus gratuits, on a toute une scène du jeu indépendant, du jeu à 1 euro. Enfin moi par exemple le premier jeu qu'on a fait avec le collectif avec lequel je travaillais à l'époque, donc le premier jeu vidéo, c'était un jeu sur le Xbox Live, c'était sur Xbox 360, sur le Xbox Live Indie Games, qui était une petite... Enfin voilà, qui était un marketplace, un marché en ligne sur la Xbox 360, sur de petits jeux pas chers, courts et autres. Love Letter a beaucoup aussi marqué, pour moi en tout cas, pour ouvrir les possibles, de dire on peut aussi faire un scope, on peut aussi faire une taille de jeu qui est petite, et en fait on peut aussi... travailler l'élégance comme ça, quoi. Dans ma vie de ludophile, on va dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Avec très peu d'éléments, on peut faire ressentir des sensations très fortes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la déduction sociale. Voilà, ça fait qu'évidemment Skull, c'est... On y a joué hier au bar, c'était super encore. Incroyable, ouais. Et puis bon, ça c'est ta recommandation, magnifique aussi, un jeu à 2, Rest in Peace. Et puis après, si on reste sur du Seiji Kanai, bon moi évidemment j'adore sa, on va dire, réimplémentation de son système Love Letter dans Lost Legacy. Et puis donc là, dans les boîtes japonaises, on a à chaque fois 2 systèmes, c'est à chaque fois 2 blocs de 16 cartes qui permettent donc à chaque fois de jouer avec le même système, donc ce système classique on a une carte en main, on en pioche une deuxième, on la défausse et on actionne l'effet de la carte qu'on a défaussée. Donc Lost Legacy pour moi pousse vraiment le système de Love Letter encore plus loin et raconte des choses avec le système. Et dans les curiosités, j'ai acheté au Japon Lost Bible, qui est pas du tout fait par Seiji Kanai, qui est donc Lost Legacy mais avec les figures de la Bible. Donc ça voilà, c'est quand même très particulier. On sait que Love Letter a eu énormément de réimplémentations. Donc ici, on a quelque chose qui utilise le système de Lost Legacy, mais qui essaye aussi de raconter quelque chose autour, alors principalement ici de l'Ancien Testament, même si je suis en train de voir que non, t'as quand même Jésus sur la croix. C'est ça, il y a l'église catholique japonaise qui a mis un peu des billes, quoi. Donc c'est assez fou. Ici on a une boîte qui s'appelle Lost Legacy Legend, qui est maintenant pour le coup très rare. Mais c'est Seiji Kanai qui a dit à énormément de jeunes auteurs et autrices de jeux de société d'utiliser son système de Lost Legacy pour produire en fait leur propre deck, quoi. Non, moi, c'est pour ça que ça m'inspire, c'est cette idée de créer vraiment quelque chose qui finalement coûte tellement peu en termes de production, parce qu'en fait on a que 16 cartes, qu'il y a quelque chose de très libérateur en fait, un peu concours de création, quoi. Ok, réutiliser mon système, on rebidouille des trucs, qu'est-ce qu'on peut se prendre d'autre? Ouais, c'est ça, et il y a un niveau de complexité. Alors le degré de complexité il est là sur chaque perso, donc derrière tu as à chaque fois un peu la petite histoire du perso, puisque l'idée c'est le livre des Léviathans, puisque l'idée c'est qu'on va, là il y a 17 Léviathans dans la boîte de base, plus géante, et soit tu as la version presque un peu plus acrobatique, d'éclairs qui viennent frapper dans certaines lignes et autres, mais ça je laisse découvrir. Le boss design est ouf. Voilà, et t'as vraiment cette idée, c'est vraiment comme une sorte de boss rush, quoi. Chaque Léviathan a son deck, ses propres attaques. On sent vraiment l'inspiration un peu Shadow of the Colossus, bien sûr. Elle pose des toiles qui nous empêchent de bouger, quoi. Ça, c'en est plutôt un qui nous congèle, qui nous gèle, c'est une sorte de... La spécificité de ce Léviathan, donc le Forsaken, on a toute une série de marqueurs qui cachent ces 4D en fait, qui sont 4D malades en fait. On va avec nos personnages grimper à ces endroits. Je fais 1, et donc là c'est le truc spécial du boss, je le révèle, et je me mets +2 à mon attaque avec mon piolet en fait. Et après, parce qu'il va y avoir l'attaque du Léviathan qui va me pousser vers le bas, j'utilise ma dernière action pour monter. Je vais en piocher 3, il va m'en rester 2, ça va être chaud. Je pense que je vais aller me reposer ici sur le rebord là pour me reposer. Et donc l'attaque du boss frappe, il attaque le joueur actif, c'est moi.
bah il me pousse vers le bas, quoi. Ouais. Donc il me pousse ici, quoi. Donc je joue une carte avec 5 de mouvement, 3, 4 pour mélanger l'intégralité de ma défausse, parce qu'il faut que je me repose. Donc avant que le boss me frappe, je fais un upward pour me projeter ici. Et puis ici, je me lâche, je me laisse tomber. Comme ça, je suis en dehors de la zone de frappe du Léviathan. Oh non, la frappe finale du Léviathan. Alors je vais à Léviathan Wilds et David est sur le point de décéder. par une attaque, effectivement, et si on avait là une attaque de zone, j'ai rien qui me permet d'éviter l'attaque rapide du Léviathan. Moi j'étais tout en haut, j'étais en train de frapper un de ces derniers cristaux empoisonnés pour pouvoir l'achever. Bon, il me restait, pour être tout à fait honnête, il m'en restait un. Avec il y avait encore un cristal qui était caché là, ouais. Bon, on n'était pas loin, hein. Ouais, mais là, c'était tendu. On a envisagé un monde où je me jetais tout en bas pour lui lancer un champignon qui l'aiderait à survivre. Mais ça ne suffit pas. Puis ça nous ralentit tellement, je pense, après. Oui, c'est ça. Après, je dois remonter. Quelle galère. Très cinématographique comme jeu, hein. Il y a vraiment... Il y a des moments épiques. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. Il y a ce truc, t'es autour d'une table de jeu, mais t'as une sorte de ressenti... C'est vrai que j'aime bien aussi comme ils osent être beaucoup plus librement dans l'immédiateté des effets, quoi. Il y a vraiment ce truc du « Ah, je fais tel effet pour sauter à droite ». T'as beaucoup de latitude, ouais. De pouvoir jouer tes cartes à tout moment, de pouvoir à tout moment te lâcher, etc. C'est assez... c'est ça qui crée un côté cinématographique, c'est que t'as l'impression d'avoir un champ des possibles, un peu comme dans un jeu vidéo, où en fonction des inputs que tu vas faire sur la manette, plein de choses peuvent se passer. Ici, c'est un... Donc ça fait que c'est très réactif, quoi. Et en même temps, t'as 3 cartes en main, donc t'as pas non plus 36 actions possibles, quoi. Oui, tu vois vite si tu vas réussir à t'en sortir ou pas, mais des fois t'as ce moment de attends, je peux vite te faire sauter sur la droite ou éviter l'attaque. Oui, parce qu'un des aspects qui est intéressant, donc au-delà de, vous l'avez vu, où il y a ce livret incroyable avec tous ces boss qui donnent envie d'explorer tout cet univers, c'est l'idée qu'on est contre des titans, des léviathans qui sont assez lents dans leur frappe, comme on verrait un pattern de boss dans un jeu vidéo où on sait que quand il va initier cette attaque, il va frapper là c'est pareil, au début de tour, on voit l'attaque, on la voit arriver dans notre tronche. Bon, quelques-unes s'activent immédiatement, mais la plupart, on peut d'abord réagir. Comme c'est très juste ce que tu dis, input-output, il y a un truc effectivement dans l'immédiateté. Et puis je trouve aussi très, très intéressant que tu utilises le terme de pattern. C'est vrai que comme les boss... les 5 mêmes cartes qui reviennent, c'est les 5 mêmes attaques de boss qui reviennent. Donc en fait, on apprend vraiment, le boss, quoi. Au fil de la partie, on apprend comment il fonctionne. On sait les attaques qui vont sortir. C'est ça, on peut déduire les attaques qui vont sortir, le type d'attaque. Alors certaines deviennent de plus en plus puissantes, donc ça crée aussi quand même cette... je trouve génial, comme il y a aussi la tension qui monte dans la partie. Pour moi, vraiment, il y a une maturité dans le game design qui est très impressionnante en fait dans le jeu. Je trouve à la fois sur la lisibilité, puis en même temps sur là où ils mettent les... Il laisse beaucoup de lest en fait dans plein d'espaces, le fait qu'on puisse jouer plein de choses de plein de manières différentes, donc ça crée, surtout quand on joue à 4, là on a joué à 2, et on a déjà un peu ça à 2, mais alors à 4, il y a des gens qui s'entraident, qui font des effets pour projeter l'autre sur le côté, puis après, on saute, on s'agrippe, on donne un dernier coup sur un cristal avant de se lâcher dans le vide. Et ça, en plus, à 4, ça crée vraiment ce truc autour de la table. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. On a très peu l'impression de downtime, en fait. Downtime, en fait, moi, quand c'est ton tour, j'ai presque tout autant l'impression... d'être dedans, parce que c'est un vrai jeu coopératif qui développe énormément l'entraide. Ouais, exactement. C'est pas du tout chacun fait son puzzle, quoi. Vraiment, on a beaucoup discuté, beaucoup réfléchir de comment on peut s'emmener vers nos objectifs. Et l'idée de la grimpe est très cool, avec les prises. C'est mécaniquement très, très bien représenté, quoi. Je suis content, moi je l'ai backé sur Kickstarter pour la sortie de l'extension, là. Donc je vais avoir du taf. Tu vas avoir 25 Léviathans. Il y a, je crois, 7 personnages ou 8 personnages plus 8 jobs. Donc, de toute façon, il y a de quoi vraiment renouveler. Oui, il y a ce côté un peu à la Smash Up qui est cool aussi, où tu as envie d'essayer toutes les combinaisons et autres. Et puis après, il y a des persos qui te conviennent un petit peu plus que d'autres. Moi, j'aime quand même bien toujours jouer des persos qui sont très dans le soutien, dans le support. Et là, je trouve toujours cool aussi ce qui se raconte. Toi, tu as un personnage très aérien, donc très vite, tu montes très haut.
Et moi, je suis plutôt resté en bas à tanker, à essayer de t'aider. T'as pris cher. Cette carte qui attaque spécifiquement celui qui est le plus bas, donc c'était tout Voilà, le temps pour ta c'était gueule. tout le temps pour ma gueule. Et ce qui fonctionne aussi assez bien avec le design du Léviathan, parce qu'on comprend que c'est un Léviathan qui donne un peu des coups de patte, de grosses pattes sur le sol. C'est normal qu'il punisse aussi pas mal celui qui reste un peu trop en bas. Il y a des accélérations, puis après tu sais que c'est un tour où tu vas devoir te reposer, donc tu vas devoir te ressourcer. Donc là, il y a aussi un truc sur ce que ça dit sur la grimpe. C'est le cycle du repos, de l'effort. Et de représenter ça par un deck de cartes. Je trouve que ça fonctionne super bien avec ce mouvement de gauche à droite, avec tes cartes d'effort qui viennent, et puis tu as envie de venir restocker du côté de ta prise. Chaque Léviathan, il y a un twist. Sa règle, ouais, chaque Léviathan, il y a un twist, et vraiment jusqu'à la fin, à la fin, ils sont assez fous, quoi, avec des Léviathans qui inversent, des Léviathans qui bousculent. Tu as aussi un deck de mutation, tu vois, qui est ici. Puis ça, c'est des contraintes supplémentaires que tu peux te mettre. Faire la mutation d'un Léviathan sur un autre Léviathan, en fait. Ah ouais. Wow. Donc, ça veut dire, par exemple, le Léviathan araignée, on pourrait dire, par exemple, que ce Léviathan-là, il a une partie des mécaniques du Léviathan araignée. Tu sens qu'il y a quand même un peu aussi deux, trois logiques de design de jeux vidéo qui passent par là, quoi. Enfin, que c'est beau de voir ces univers qui se retrouvent, quoi. C'est un jeu qui s'appelle Kale Sansui, qui veut dire donc jardin de pierre, c'est le jardin de pierre japonais. Gagnant du Tokyo Game Market en 2010, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique. Chacun crée devant soi son propre petit jardin de pierre. C'est un exemple d'un jeu presque méditatif, calme, où on vient aussi un peu convoquer une sorte de dimension artistique chez les gens, parce qu'il faut vraiment composer son parc, poser des pierres, les pierres qu'on va sélectionner, qu'on va mettre vraiment sur le plateau. Je trouve que c'est un jeu qui évoque beaucoup en fait ce côté très contemplatif en fait de l'expérience, de la visite d'un jardin de pierre zen. Et c'est lourd, on le voit peut-être pas, mais c'est lourd, donc il a fallu le ramener quand même dans la valise, donc voilà, je le rentabilise, mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Unmatched là-haut, t'as tout? J'ai les 2 nouvelles boîtes Witcher ici. Ça c'est tout chaud, ça vient d'arriver. Donc c'est les 2 boîtes Witcher qui vont arriver sous nos latitudes, je pense, sous peu. Donc là on a à chaque fois 3 decks, 3 decks pour chaque boîte. Je trouve ça très bien, quoi. Enfin, maintenant, ils font vraiment du bon boulot de design. C'est bien équilibré, les persos sont intéressants. Mon préféré de la boîte, c'est Leshen, qui est ici, qui est une créature de la forêt. Et puis ici, effectivement, j'ai toutes mes boîtes. Là, j'ai l'Unmatched Adventures. Là, le T-Rex, la boîte du T-Rex, la grosse boîte. Ça, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu connais ça, Boris. Non. Ça vient d'arriver aussi. C'est l'équipe de Earthborn Games. C'est le nouveau jeu de l'équipe de Earthborn Games, donc Eidalon. Le Kickstarter a pas encore démarré, mais en gros, leur idée, c'est que tu peux gratuitement en fait commander un deck préconstruit en fait pour apprendre en fait à jouer au jeu. T'as juste à payer les frais d'envoi. C'est comme si tu recevais une démo, quoi. Et donc voilà, ça aussi c'est très sympa. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils essayent de remettre au goût du jour le système de Netrunner. C'est principalement ça qui m'intéresse, parce qu'autrement l'univers, je préfère Earthbound Rangers. C'est un design en fait où t'es plus sur une personne qui attaque et une personne qui défend, les 2 personnes attaquent et défendent en fait. Et là ils ont aussi une promesse d'essayer de faire un peu revivre le Living Card Game, le jeu de cartes évolutif. Ouais, le jeu de cartes évolutif qui est à l'opposé du jeu de cartes trading card, enfin du jeu de cartes avec des boosters et autres. Là il y a vraiment l'idée, t'as l'intégralité qui sort, tu l'achètes et puis tu construis vraiment ton deck à partir d'un bloc déjà préétabli. On parlait de mon histoire, alors ça c'est un truc que j'ai redécouvert récemment. Mais alors qu'il était là dans ma ludothèque depuis un moment, je me suis souvenu aussi récemment que c'était un des jeux que je préférais quand j'étais petit. Simplan Orient Express, c'est un jeu d'un couple de designers, Stéphanie Ronner et Christian Wolff, ça aussi, qui viennent de Bâle, donc tout à coup, un peu meumeux, il y a un peu ce côté genre, super, des designers suisses, en plus un couple, donc ça je trouve ça super. Alors je suis pas un spécialiste de l'histoire du coopératif dans le jeu de société, puis je suis sûr qu'il y a déjà évidemment des occurrences avant, mais ce que je trouve super, s'entraider pour gagner, point d'exclamation, une nouvelle idée de jeu. Et effectivement, en fait, il s'agit d'un jeu coopératif. On est en 86, on est en 86. Et j'adore parce que dans les règles, le jeu est présenté pas comme un jeu coopératif, mais un jeu de solidarité. Et je trouve ça super. C'est un jeu où tu as un plateau comme ça qui retrace donc le tracé du Simplon Orient Express. D'ailleurs, où le bureau, les bureaux de gestion étaient à Lausanne, donc dans cette ville, même si scandaleusement Lausanne n'apparaît pas sur ce plateau. C'est pour ça d'ailleurs que la campagne
de l'appel de Cthulhu de l'Orient Express. Elle fait même un arrêt à Lausanne. Et puis l'idée, c'est que tu as deux pistes. Tu as une piste tout en bas qui est le bateau, ça c'est le méchant qui essaye d'atteindre Constantinople. Et puis les gentils, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses, doivent véhiculer avec leur train l'inspecteur. Et le but, c'est d'arriver à Constantinople, qui est tout en bas à droite, avant le méchant qui lui va traverser cette piste en bas. Tout le monde a un train. Et puis l'idée, c'est comme une sorte de balle qu'on se passerait. L'inspecteur vient se mettre sur le train qui se déplace. Toute l'idée de la coopération, c'est soit améliorer sa propre ligne de chemin de fer, puisqu'on ne peut plus avancer avec son train si la ligne elle est détruite, ou alors d'utiliser son action pour aider les autres à avancer sur leur propre piste à eux. Puis c'est comme ça que la solidarité et la collaboration en fait, se construit. Ça fait un peu penser à un jeu effectivement de relais en fait, de passage de bâton, où en fait la balle c'est l'inspecteur. C'était vraiment un de mes jeux préférés quand j'avais je pense 10 ans. C'est le texte qui est donc dans les règles, ça je trouve génial. Jeu de solidarité pour 2 à 4 joueurs. L'objectif de ce jeu de solidarité n'est pas de mettre les joueurs en opposition, mais de les associer dans un but commun, avec un peu de chance et de l'imagination, mais surtout en exerçant leur esprit d'équipe. Les joueurs aident Sir Henry, célèbre détective. Alors là c'est génial, et l'on découvre qu'il est parfois préférable de faciliter le déplacement des autres locomotives que d'avancer la sienne, d'ouvrir la voie aux autres plutôt qu'à soi-même. S'entraider, c'est avancer, ce jeu le prouve. Du coup, on voit que c'est probablement un des premiers jeux coopératifs. On le ressent dans la manière dont ils ont besoin de justifier dans les règles, d'expliciter. Ce que c'est, quoi. Ouais. Un jeu de solidarité, donc déjà ça moi j'adore, j'ai presque envie de le réutiliser, tu vois, plutôt que jeu coopératif. Et puis les auteurs et autrices, Stéphanie et Christian, s'indiquent juste ne mettent pas leur nom de famille. Avec un petit cœur entre les deux. Je sais pas si vous aviez ça en Belgique, les points Mondo, c'était des points qu'on obtenait en fait. C'est pour ça que voilà, c'est indiqué ici Mondo. En fait, en faisant des achats spécifiques, en fait, quand tu achetais certains éléments, des habits, dans un catalogue qui était vraiment le catalogue Mondo, tu obtenais des points et puis quand tu accumulais ces points, c'est une sorte de gamification des achats. Tu pouvais obtenir gratuitement, enfin commander gratuitement des choses qu'on t'envoyait, quoi. Et ça, c'est l'édition des points Mondo. Donc je pense que mes parents ont accumulé des points Mondo pour après... Génial. Ouais, là c'est le coin nostalgie en fait. Ouais, ça c'est les vieux jeux, ouais. Alors bon, il y a juste ici un jeu, j'adore Lamu, pour ceux qui connaissent, qui est un dessin animé japonais des années 80. La 3e boîte des héros de l'œil noir, la bataille des dinosaures, les mystères de Pékin, Hôtel, qui est aussi un jeu que j'aimais bien. Et puis, ça peut-être aussi une bizarrerie un peu rigolote, c'est un jeu Goofy, où c'est un bête jeu évidemment de piste, mais où voilà, en gros, la piste se construit comme ça, avec une petite mécanique un peu toute simple, un lancer de dés qui se fait à travers une roue en fait, qu'on fait tourner. Voilà, donc ça aussi, je me souviens que c'était un jeu que j'aimais bien quand j'étais petit. Parce qu'évidemment, quand on est enfant, on est plus attaché au visuel, à peut-être une curiosité matérielle, qu'à vraiment l'originalité, l'élégance d'une mécanique. C'est pas forcément ça qu'on cherche. Mais après, je pense que par contre, on est quand même touché par des jeux qui sont bien faits, tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais petit, la bataille des dinosaures, je trouvais ça vraiment nul, quoi. Puis j'ai vraiment réouvert et relu les règles, et effectivement, je trouve que le design, il est vraiment très faible, quoi. C'est vraiment un peu incompréhensible, pas intéressant, c'est des lancers de dés un peu aléatoires. Et Hôtel, à l'époque, je me souviens vraiment de la sensation en jouant à Hôtel, il y a quelque chose de très cruel dans Hôtel, évidemment, ça fait aussi un peu penser au Monopoly, mais il y a aussi quelque chose, l'aléatoire est extrêmement cruel, Enfin, c'est quand même un peu des jeux du capitalisme, de l'accumulation et autres. Le fait que maintenant on ait vraiment des jeux de société qui soient vraiment avec une qualité de design de plus en plus incroyable pour les jeunes, pour les tout jeunes, je pense que ça va vraiment créer des vocations, ça va marquer sur le potentiel de ce qu'on peut exprimer. C'est incroyable d'imaginer la génération de maintenant, des tout jeunes, qui sont en train d'expérimenter un peu les designs actuels qu'on a, et je trouve absolument fou, quoi, de remarquer à quel point vraiment la méthodologie et la qualité du game design, elle infuse, et puis on fait des choses des fois toujours plus belles, toujours plus complexes, ou toujours plus élégantes, en fait. Donc ouais, toi t'enseignes aussi le game design et t'as quelques œuvres de référence. Moi je trouve que c'est vraiment une bible du game design de jeu. Alors faut parler anglais, faut bien maîtriser l'anglais, mais où c'est vraiment Building Blocks of Tabletop Game Design, donc
de Engelstein, et c'est vraiment, voilà, là on voit le sommaire, hein, c'est chaque chapitre, entre guillemets, c'est une mécanique de jeu en fait, ou une forme de jeu, ou un ludem, ou enfin voilà, les jeux de traîtres. Les typologies. Voilà, les typologies d'ordre du tour et autres. Après, on a une zone mécanique autour des auctions, des enchères, le placement d'ouvriers, des mécaniques autour du mouvement avec le roll and move, les mouvements en pattern, les mouvements autour des points et autres. Donc vraiment, ça y va, mais vraiment, vraiment à fond dans le détail. Et après, quand on va vraiment, ben voilà, dans le bouquin, on a à chaque exemples. Beaucoup. Voilà, il y a à la fin, ça se termine toujours par des exemples de jeux, donc vraiment pour faire de la veille artistique, pour vraiment aller se renseigner autour de la mécanique. On a toujours un texte qui nous explique presque l'histoire de la mécanique ou comment elle est déployée dans les différents jeux. Et je trouve qu'il y a aussi un travail sur l'icône pour faire comprendre de quelle mécanique on parle. Vraiment assez incroyable. Là, c'est la chaîne d'action. Et puis toujours vraiment un travail aussi pour essayer en une phrase de décrire de quelle mécanique on parle ou de quelle dynamique de jeu on parle. Et de pouvoir vraiment utiliser ça pour créer, moi je trouve que c'est d'une richesse vraiment très forte, quoi. Enfin très très grande. À chaque fois, ça a forcé évidemment l'auteur, enfin les deux auteurs, à formaliser, quoi. Vraiment à formaliser, à catégoriser. Voilà, là ici, ce qu'ils appellent, alors faudrait aller voir dans le détail, hein, mais gating and unlocking, donc fermer, ouvrir des portes, ouais, c'est ça. Donc c'est des logiques de verrou, on voit, hein, c'est des logiques de verrou. Puis à chaque fois toujours une liste de jeux. Ici, ben voilà, par exemple, Agricola, Through the Ages de Vladas Vatil. Donc on a quand même toujours un peu des exemples de là où on peut observer, cette mécanique. Donc voilà, Building Blocks of Tabletop Game Design, c'est ma recommandation. C'est jamais très très loin de ma ludothèque. Bon, trop court, hein, comme voilà, ouais, trop court. On a pu faire, qu'est-ce que tu disais, un tiers des jeux qu'on a pu faire. Ouais, mais bon, comme nous attend pour des ramen. Attends, allons par là, comme ça on va vers le bord du lac. Ouais. On a pu faire quand même 3 jeux avec un jeu assez long, donc c'était super. Moi j'étais très heureux de t'accueillir chez moi. Ce côté frustrant de toujours avoir envie de jouer à plus de trucs, ça montre toute la richesse du jeu de société, parce que il y a la découverte, puis là Yellow House, t'avais envie d'approfondir. Ouais, j'avais envie d'y rejouer direct. Mais bon, on a encore des jeux dans ton sac, c'est à dire pour ce soir. Oui. Essayons. Espérons. Ta ludothèque, elle cristallise à la fois tes goûts en termes de design, donc ce truc à la japonaise assez épuré. Puis en même temps, on a vraiment des jeux de l'ordre du souvenir auxquels tu comptes pas tant rejouer que plus les garder comme une relique de ce qui symbolise, etc. Je prévois peut-être un moment d'en faire don, tu vois. Il y a aussi l'idée d'en faire don, peut-être à notre Game Lab, peut-être à un moment quand vraiment elle déborde beaucoup trop, parce que c'est quand même toujours important ces ludothèques de... Et puis le côté un peu plus obsessionnel, oserais-je dire, avec Unmatched, complétiste, qui est en fait l'inverse du côté épuré, enfin tu sais, de chercher à pas accumuler trop, mais... c'est vraiment qui raconte à nouveau, un peu comme j'ai pu être quand j'avais 14-15 ans, tu vois, où je suis parti aussi dans des formes de logique monomaniaque, sur des gammes, Magic et autres, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo comme tu dis ça, il y a toutes ces facettes, quoi. On va continuer de profiter du soleil pour aller vers le ramen. On se donne rendez-vous une prochaine fois, soit avec David, soit avec d'autres, pour un autre épisode de J'irai jouer chez vous, à Paris et puis partout ailleurs, partout où il y aura des ludothèques. Et ciao, je viens par chez vous, salut. Ciao.